Enfin, vaut mieux tard que jamais, non? Et bonjour tout le monde, bienvenue en ce lundi 29 septembre dernier. Bonjour, c'est Prisme de septembre. Et en plus dans ce nouveau décor incroyable. Bon, là on est dans les couleurs de l'émission, mais demain quand ça sera en violet, le mur violet reflètera encore plus en violet. Voilà. Bonjour. Désolé du retard. On démarre avec 1 heure de retard. C'est vrai, c'est vrai. On démarre avec 1 heure de retard parce que... Merci GoXLR évidemment, merci la carte son qui a merdé, voilà, ce matin. Un coup j'avais plus de musique, un coup j'avais plus de soundboard, un coup j'avais plus de sample, bon, obligé de désinstaller, réinstaller. Un vrai bordel, c'est super, un lundi matin quand t'as dormi pas beaucoup, qu'on te mette ça dans la gueule, ouais c'est super, ouais, c'est super, c'est génial. Bref, en tout cas, moi j'espère que vous avez passé un bon week-end, déjà une belle semaine aussi également, parce que du coup on s'est pas vu la semaine dernière, pour des raisons de peinture évidemment. Donc le décor, voilà, se dévoile un petit peu aujourd'hui. Il y a du détail un peu partout, je vous présenterai ça sur un autre live. Et puis je pense que l'ambiance violette demain sur les lives normaux, ou non pas demain, ce soir d'ailleurs, hein, parce qu'on est en live ce soir, vous verrez tout à l'heure sur le planning, mais je pense que le décor reflètera mieux quand ça sera violet. Voilà, tout simplement. Il y a encore quelques éléments que j'ai oublié d'allumer, je viens de remarquer, mais c'est pas grave. Bref, aujourd'hui dans Bonjour c'est Prisme, on va écouter déjà beaucoup de musique, il y a certaines nouveautés, on va aller un petit peu... voilà, s'amuser à droite à gauche évidemment. Plus tard que jamais, effectivement, bien sûr. Ce matin évidemment, dans quelques instants, l'actualité du matin évidemment, on ira voir le planning de la semaine, on ira jouer un petit peu à la géographie comme d'habitude avec la petite séquence GeoGuessr, on ira voir la météo d'aujourd'hui, demain et de la semaine, savoir si commence à faire beau ou pas, parce que je vous rappelle qu'on est en automne. On ira voir aussi les astres avec l'horoscope décalé, la recommandation TV et série, ce qui a fait le mieux en audience la semaine dernière en audimat, on ira voir ça aussi, vous présenter les sorties ciné de la semaine aussi également, les dernières actualités de Formule 1 évidemment, et cette semaine pas top 5, et dans un sens ça nous arrange vu qu'on est à la bourre. On va aller regarder les petites actus, voilà, évidemment, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre monde terrible. Voilà, c'est parti tout de suite pour l'actu du matin. Bon, ben c'est toujours pas glorieux évidemment, on va parler politique et on va commencer avec une première info évidemment qui je pense ne vous est pas passé inaperçue évidemment, hein, évidemment le 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le tribunal de Paris a assorti cette peine d'un mandat de dépôt avec effet différé, avec exécution provisoire. En clair, bien que l'incarcération ne soit pas immédiate, le jugement est définitif et une date d'emprisonnement sera fixée prochainement, même en cas d'appel. Voilà. Le tribunal l'a en outre évidemment condamné à 100 000 euros d'amende et à une période de 5 ans d'inéligibilité, ainsi qu'à une privation de droits civiques, civils et de famille pour la même durée. Le juge a motivé sa décision en soulignant la gravité exceptionnelle des faits, estimant qu'ils portaient atteinte à la confiance des citoyens envers leurs représentants. Nicolas Sarkozy, de son côté, a été relaxé sur plusieurs chefs d'accusation auparavant, notamment ceux de corruption passive, de détournement de fonds publics et de financement illégal de campagne, en raison de l'insuffisance de preuves, évidemment. Cette condamnation marque un tournant, parce que c'est la première fois qu'un ancien président de la République française se voit condamné à une peine d'emprisonnement ferme à des mesures d'éligibilité de cette nature également. Politiquement, évidemment, la décision suscite de vives réactions, particulièrement à droite, où l'on dénonce un jugement politique ou une volonté d'humiliation, même certains allant jusqu'à suggérer l'usage d'un droit de grâce. Enfin, du coup, le parquet national financier convoquera du coup Nicolas Sarkozy le 13 octobre
pour lui notifier de la date effective de l'incarcération. C'est mieux quand le son marche aussi. Voilà, effectivement. Deuxième info, on va parler, évidemment, ça a été parlé la semaine dernière, voire même peut-être même la semaine d'avant, mais je trouve ça important d'en parler, évidemment, c'est l'association Transparence Citoyenne qui a été créée en 2024, qui a obtenu et rendu public les notes de frais d'Anne Hidalgo pour la période 2020-2024. Ces documents relèvent qu'elle a engagé environ 84 260 euros au titre de ses frais de représentation, notamment pour les vêtements, environ 73 700 euros pour 241 pièces de vêtements, hein, soit une moyenne de 306 euros par article. Voilà, tranquille, la maire de Paris, hein, tranquille. Ainsi que des voyages, évidemment, dont un épisode controversé dans le salon de beauté au Japon, évidemment, hein, pour 854 euros. 858, pardon, hein. On va pas lésimer sur 4 euros. Ces dépenses restent dans les plafonds légaux selon la ville de Paris. C'est quand même cher payé. Dans la foulée de cette révélation, évidemment, l'association a affiché en plusieurs lieux de la capitale une campagne dénonçant comment Hidalgo dépense votre argent. Hein. La mairie de Paris, du coup, reproche à Transparence Citoyenne d'avoir procédé à un affichage sauvage non autorisé en violation du code de l'environnement, évidemment, hein, et a lancé une procédure d'amende administrative pouvant atteindre les 210 000 euros. Plus que Sarkozy, vous avez vu, c'est incroyable. Hein. Comme quoi, les coûtent cher après, ça coûte cher les robes après. 1500 euros par affiche sur les 140 dispositifs constatés. Pardon. Évidemment, la parole est toujours pas là. Hein. L'Agro XLR est revenu, mais moi pas. Transparence Citoyenne, cette association du coup réfute l'inégalité de cette action, la présentant comme une démarche de transparence démocratique. De son côté, Anne Hidalgo dénonce une campagne médiatique calomnieuse et annonce qu'elle porte plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est pareil, c'est ce que je viens de dire. Le sommeil n'est pas là, non, ça c'est clair. Enfin, le sommeil est là, du coup. Il n'a pas été là cette nuit, mais il est là maintenant. À New York. Déjà, ça m'a fait marrer parce qu'à New York, Macron a été bloqué par le convoi de Trump. Mais c'est pas l'info. Mais c'était très drôle en tout cas. Donc, du coup, à New York, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, évidemment, et Emmanuel Macron a voulu donner un nouvel élan diplomatique au conflit israélo-palestinien en défendant la reconnaissance de l'État palestinien. Pour le président français, évidemment, cette décision n'est pas seulement un geste symbolique, mais une étape indispensable afin d'offrir aux Palestiniens une perspective politique crédible et d'éviter que la région ne s'enfonce encore davantage dans un cycle de violence sans issue. Le chef de l'État, si on peut l'appeler ainsi, a replacé cette reconnaissance dans une logique plus large, celle de redonner du sens à la solution à deux États dont l'idée semble de plus en plus fragilisée par l'enlisement du conflit et l'absence de négociations sérieuses. En s'exprimant devant les dirigeants mondiaux, Macron a insisté sur la responsabilité collective de la communauté internationale. Selon lui, il est urgent d'esquisser un chemin vers une paix durable, car sans horizon politique clair, les tensions et les violences continueront de s'accumuler au détriment des populations israéliennes comme palestiniennes d'ailleurs. Du coup, la France tente ainsi de se positionner comme un acteur moteur pour lancer un processus diplomatique en crise depuis des années. Macron n'a pas caché qu'il s'agissait d'un pari difficile, mais a souligné qu'ignorer la question palestinienne reviendrait à condamner la région à une instabilité chronique. Du coup, en proposant cette reconnaissance, Paris cherche à ouvrir la voie à une dynamique internationale plus large qui pourrait redonner une crédibilité à l'idée d'une coexistence pacifique entre deux États, d'un côté israélien et l'autre palestinien, vivant côte à côte en sécurité. Maintenant, il y a la Go XLR qui se fait la malle. Attendez, je vais essayer de la caler. Hop là. Ah bah non, elle veut pas. Décidément, elle a décidé de me casser les couilles aujourd'hui. C'est pas grave. Ça se réglera. Non, ça se réglera maintenant parce que. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon quoi. Aïe.
Ouais, bon, je réglerai ça plus tard. C'est pas grave. Bon, on va éviter de parler de guerre, mais on va parler quand même de quelque chose de dramatique. C'était évidemment la disparition de Claudia Cardinal, hein, cette actrice italienne qui est morte du coup le 23 septembre dernier à l'âge de 87 ans dans sa résidence de Nemours en France. Originaire de Tunis, où ses parents siciliens vivaient. Elle est née en 1938 et a commencé sa vie en Tunisie avant de conquérir le cinéma italien, puis européen évidemment. Alors, on sait très bien que l'Italie c'est européen, mais c'est pas grave. Repérée très jeune, elle a fait ses premiers pas au cinéma après avoir été désignée comme la plus belle italienne de Tunisie. Quand même, ce qui lui a permis de se rendre à la Mostra, évidemment la fameuse Mostra de Venise, où elle a attiré l'attention des milieux cinématographiques. Évidemment, elle a débuté dans des rôles modestes, souvent soumis aux diktats de l'image, mais elle s'impose progressivement sa présence, son tempérament, et c'est une vraie densité d'actrices qui se souligne. Très vite, elle collabore avec des cinéastes prestigieux comme Visconti, Fellini ou Sergio Leone. Parmi ses performances les plus marquantes figure son rôle d'Angelica, évidemment dans le Guépard, ou encore sa présence dans Il était une fois dans l'Ouest. Je soulignerai comme quoi elle fait partie de l'un de mes films préférés, avec le plus beau cirque du monde. Circus World en anglais, avec John Wayne, évidemment, j'adore ce film. Des films évidemment devenus mythiques, hein, évidemment. Au fil des décennies, elle a su traverser les époques en diversifiant ses choix: drames, fresques historiques, films d'auteur ou productions internationales. Sa vie privée aussi a été marquée par des secrets longtemps gardés, parce qu'à l'adolescence elle a été enceinte à la suite d'un viol, et pour préserver sa carrière, elle a fait passer son fils pour son frère. Autre particularité, évidemment, c'est sa fameuse voix rauque, hein, évidemment, qu'elle ne maîtrisait pas pleinement à ses débuts, mais ça l'a souvent fait. Elle a du coup souvent doublé des films dans des versions originales de ses films. Elle a été aussi très engagée, elle a toujours veillé à ne pas se laisser enfermer dans de rôles de simples icônes de beauté. Elle a refusé la nudité à l'écran d'ailleurs, décliné certaines injonctions de l'industrie, et elle a même revendiqué sa liberté d'artiste. Dans diverses interviews, elle s'est exprimée en femme lucide, consciente des compromis, parfois douloureux, imposés par sa notoriété. Elle a aussi participé à des causes naturelles, féministes ou humanitaires. Enfin bref, à travers du coup une carrière qui s'étend sur plus de 60 ans quand même, Claudia Cardinal est devenue une figure incroyable du cinéma européen, un symbole d'émancipation, de talent et de beauté singulière. Avec sa disparition, du coup, disparaît une certaine, disparaît une légende dont l'empreinte artistique continuera de résonner longtemps dans l'histoire du 7e art, évidemment. Et dernière info, on va parler de, je sais pas si vous êtes au courant, mais le jeudi 2 octobre, il y a une nouvelle grande journée de mobilisation qui est annoncée à l'échelle nationale, combinant grève, manifestations et perturbations dans les transports et dans les écoles aussi. L'intersyndicale appelle à intensifier le mouvement après l'échec des négociations avec le gouvernement le 24 septembre. En même temps, négocier avec un gouvernement qui est démissionnaire, c'est compliqué. Le message est évidemment clarifié: exiger le retrait du projet de budget, la revalorisation des salaires et des services publics mis à mal. Du côté de l'éducation nationale, la mobilisation est jugée d'intérêt général par les syndicats. Du coup, une forte participation est anticipée, en écho au mouvement précédent, où une part significative du personnel enseignant avait déjà cessé le travail. Et du coup, des perturbations dans les écoles sont donc très probables, obligeant les familles à s'organiser en conséquence, évidemment. Pensez-y si vous êtes concerné. Côté transport, le mouvement sera également massif. À la SNCF, les lignes TER, Intercités et les branches régionales du réseau seront lourdement touchées. Salut Corvus, évidemment, qui commence à Montparnasse aujourd'hui. GG. Plusieurs fédérations de cheminots appellent à une mobilisation forte pour faire plier l'exécutif. Le réseau urbain, que ce soit métro, bus, tram, selon les zones, sera normalement également impacté. Donc si vous prenez les transports en commun, méfiez-vous aussi également. Dans d'autres secteurs publics, style hôpitaux, services de l'État ou
ou la Poste, hein, évidemment, l'appel à la grève a été lancé également. Hein. C'est des manifestations qui sont prévues dans de nombreuses villes pour marquer la cohésion du mouvement qui souhaite dépasser les frontières sectorielles. Du coup, le collectif Bloquons Tout, mobilisé lors de la journée du 10 septembre dernier, évidemment, rejoint l'élan pour accentuer la pression sur le gouvernement. Du coup, les usagers des transports, les familles et les usagers des transports, des services publics doivent se préparer à des interruptions majeures dans les services, trains supprimés, établissements scolaires fermés ou partiellement assurés, manifestations perturbant le trafic urbain. On commence à être habitué, mais c'est pas grave. La journée, du coup, sera un test de force entre le mouvement social et l'exécutif, quand même. C'était long, hein, ce matin, les actus. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était long. C'était long. On va aller regarder à quoi ressemble le planning de cette semaine et le nouveau planning qui correspond au nouveau décor, évidemment. Parce que je vous rappelle qu'on quitte le bleu pour dire bonjour au violet. Et c'est parti pour le planning de la semaine. Alors, cette semaine, on part sur des choses habituelles ou non, ça change un tout petit peu. Voilà, donc déjà, vous découvrez, pour ceux qui n'ont pas vu sur les réseaux sociaux, parce que c'était publié dès hier soir, le planning le nouveau planning, du coup, le nouveau visuel. On reste sur le même style qu'avant, mais la couleur change. Attention. Voilà. Bien sûr, en ce lundi, vous regardez bien Bonjour c'est Prisme. Certes, qui n'a pas démarré à 10h, mais qui a démarré à 11h, mais qui a démarré quand même. Ce soir, on se donne rendez-vous à 20h pour continuer House of Ashes. Il était temps quand même de continuer un petit peu ce jeu. Voilà. Demain, évidemment, on fait à 11h la suite de Life is Strange, évidemment. Un double exposeur qu'on continue. Il y en a un autre qui vient. Non, c'est bon. Celui-là, il sort pas. À 13h, on ira faire une petite partie sur Parisian Brasserie Simulator. On n'avait pas pu la semaine d'avant parce que because de casse-couille. Mercredi, on retourne un petit peu sur Sleeping Dogs. On va retester Sleeping Dogs. On y avait joué une certaine époque et puis on avait abandonné. Est-ce que là ça partira sur un let's play? Je ne pense pas, mais bon, vaut mieux tester, on ne sait jamais. C'est un GTA-like en Chine ou au Japon, je sais plus. Je crois que c'est à Hong Kong, je crois. Donc c'est même pas la Chine, parce que l'État de Hong Kong est indépendant. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je crois. Donc on ira faire Sleeping Dogs à 11h, une petite session de 2h, et ensuite à 13h on ira continuer Life is Strange, ou normalement le terminer, hein, parce que Life is Strange normalement c'est sur 5 épisodes. Le 4, l'épisode 4, ça sera mardi, et l'épisode 5, ça sera mercredi. Normalement, on termine Life is Strange mercredi. Jeudi, je suis off parce que je ne suis pas là, tout simplement. Je suis de sortie avec Wargame. On profite qu'ils soient en vacances pour sortir. Donc jeudi, je suis pas là. Vendredi, évidemment, Race Week, parce que ce week-end, c'est un nouveau Grand Prix, évidemment. On sera à Singapour cette semaine. Donc on ira conduire à Singapour, et en espérant qu'il n'y a pas d'autres casse-couilles qui viennent nous emmerder comme le dernier Race Week, évidemment. Je vous rappelle que je ne suis pas pilote professionnel. Je ne joue pas avec un volant. Je suis là pour m'amuser, évidemment, et je ne prétends pas avoir des compétences sur F1 25. Voilà, donc évidemment, voilà. Et on continuera sur The Witcher, parce que c'est vrai que du coup je cherchais cette semaine à quoi faire comme jeu pour changer un petit peu, parce que on aurait fait du F1 25, on fait déjà du F1 25 avec Race Week, on aurait fait du FC 25 avec le FC Nantes, j'avais pas envie cette semaine, donc on va changer. Et du coup, c'est vrai qu'à une certaine époque, on avait testé un début de let's play qu'on n'a jamais continué non plus, comme Sleeping Dogs, sur The Witcher, et du coup, on ira continuer. On ira commencer du coup The Witcher, savoir si je réadhère à cet univers ou pas au KS. Donc on ira voir ça, évidemment. Et sinon, évidemment, samedi et dimanche, on est off, hein, bien sûr. Because samedi, Grand Face Nose samedi soir à Piriac, évidemment, avec les sonériens du qu'on aura peut-être le plaisir d'écouter tout à l'heure. Et puis dimanche et dimanche. Voilà, je vais à la messe. C'est faux. Voilà pour le planning de la semaine. On va jouer un petit peu à la géographie. Ça vous dit de jouer un petit peu à la géographie? Eh ben on y va.
C'est parti, Géomatin, c'est maintenant. Voilà, et qui dit Géomatin dit petite playlist de fond, évidemment, parce que c'est sympa pour jouer à la géographie un petit peu. Et comme d'habitude, on va démarrer avec Saint-Nazaire, évidemment. Hop. Je sais pas pourquoi je rote, je bois que de l'eau depuis tout à l'heure. La preuve, j'ai une bouteille d'eau. Comment ça se fait que j'ai des remontées? Pas mécanique, hein, du coup, mais... Bref. Saint-Nazaire, évidemment. Oui, comme d'habitude. Allez. Je pense savoir. Ah, 6G, c'est incroyable. Là. Chuch. Incroyable. Oui. On n'est pas loin de Bonance. Plage de Bonance. On est pratiquement avant le chemin qui mène à Ancien Château. Donc on doit être... Il y a la petite baraque qui est là. On est par là. 4 mètres. Ça, c'est les bâtiments derrière la gendarmerie. Je vérifierai une fois que j'ai placé mon point, je crois. Derrière la gendarmerie, donc on doit être par là. Oh non, on est bien plus loin. On est bien plus loin dans la rue. On est bien plus loin. On est par là. Rue de l'Hippodrome. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. 20 mètres. Là, on est dans la descente à Porcé, le long du... Le château de Porcé qui est là. Par contre, pour se placer, ça va être quelque chose. Hein. Là, on a l'ancien portail du château de Porcé qui est là. En ruine, hein, le château de Porcé. Donc, si le château de Porcé est indiqué là, on doit être par là. 17 mètres, ça passe. Est-ce qu'on va faire le 25 000 dès la première? C'est la mairie? Non, c'est pas la mairie, ça. C'est la sécu, ça. La sécu est à mon sud. À mon sud? Oui, attends, à mon sud. Un croisement comme ça avec la sécu à mon sud. Genre là? Incroyable! Allez, on refait parce que... Je dois lancer à quelle heure la musique d'après? Musique d'après qui sera Michel Sardou, hein, d'ailleurs, je vous rappelle. Je vous le dis, hein, je vous l'ai pas dit avant. Ce sera le privilège, voilà. Simplement. Oula, là par contre, là, ça me pose une colle. Je pense savoir. Centre hospitalier, là. Le carrefour, là. Je pense qu'on nous croise. Je pense qu'on est là. Incroyable! Là, j'aurais pas. Là, j'aurais pas du tout. Je vais être obligé de bouger. Même en bougeant, je l'ai pas. C'est quoi le nom de la rue? Ça pue l'immaculé, ça. Ah non, c'est le logo de Trignac. Où est-ce que ça peut être à Trignac, ça? Donc ça doit être limitrophe à Saint-Nazaire, puisque du coup... Ouais, je suis paumé. Je reviens là où j'étais, connard. Non, j'étais pas là où j'étais, mais... Ah là, ça me pose une colle, là. Ouah, ça a dû coûter cher de tout refaire. Où est-ce qu'on est à
pourquoi j'ai mis un point là-dedans? C'est même pas Trignac, c'est même pas Saint-Nazaire. Mais oui, du coup, on est par là. En fin de compte... Oh ouais, on doit être là-dedans. On était à Vigneron ou non, Courtois, parce qu'on était dans un tournant. Ok, d'accord. Enfin, je vérifie les points. Ok. Partie nord. Boulevard de la Renaissance. On doit être par là. Allez, 5 mètres, c'est bon, ça passe. Et bon, on n'est pas loin de la chambre funéraire, de l'hôpital, à l'arrière. Chambre funéraire, ça doit être par là. Donc, allez, on est par là. 29 mètres, ça me fait perdre des points. Ah bah tiens. Ça, c'est un point que j'ai placé, que je connais très bien. On est rue Charles Longuet, face au 77, un endroit où j'ai vécu de temps en temps. Sauf que là, je me repère pas. Charles Longuet. Gain de ref, le 77 c'est facile à se repérer parce que c'est en fonction. Il y a le chemin derrière qui mène au 77, donc le 77 doit être ici. Chais. Et du coup, je me suis fait avoir. Dernier. Jeune homme enchanté. Il y a tellement de bâtiments de ce genre à Saint-Nazaire, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais avec le nom de la rue, peut-être que je l'aurais. Ok, je vois. Ok, je vois. Super rue. Tac, 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 tac. D'habitude, on voit de loin, voilà. Par ici. Là. L'île du P. Oh bah c'est facile ça. C'est facile. Peut-être par là. 11 mètres, c'est bon. C'est tout là, c'est trempé. On est derrière la piscine de la bouletterie. Pardon. La piscine de la bouletterie, on doit être entre ces deux... Ah, attends. Non, plus celui-là. Ah bah non, c'était l'autre. Tant pis, on fera la ville de France après parce que... Avenue d'Arep, au niveau de la poste, en face de la mutuelle de Poitiers Assurance. C'est par là, première partie. Il me l'indique pas? Bon, ça va être là alors. Eh ben non. Décidément, on n'aura vraiment pas les... C'était anciennement chez Wargame, hein, ici. Et ça a bien changé. Tac 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 tac. D'ailleurs, vous pouvez voir d'ailleurs cette maison dans les premiers vlogs, hein, d'ailleurs. Vlog 1, peut-être vlog 2, peut-être vlog 5 d'ailleurs aussi. Mais... Enfin bref. Commandant gâté face au truc, on est là. 0 mètre, voilà. Une petite ville de France et puis ensuite on passe à Michel Sardou. Je sais pas pourquoi je rôde ce matin. Oh putain de la 4 voies. Je suis ravi. Alors là, ça me dit que dalle. Puis là on a changé de temporalité. Peut-être que toi avec tes panneaux. Niort, Cholet, Angers Centre. Ah voilà. Le centre d'Angers à mon nord. On est sur la D116. Il y a la D117, mais moi je veux la D116. Au sud d'Angers. Bon, on va voir s'il n'y a pas un autre croisement. Il y a que la de la 116 ou quoi là? La A87, bah dis donc, il y a de l'autoroute, attendez, la A87, ça doit se voir. Ok, elle est là. 87. Ouais. Ouais. Sortie 16. C'est la sortie 16. 18, 17. 16, 116,
C'était un Mont d'Or, ça, et on était à la fin de la sortie pratiquement. Un chouïa plus haut, on doit être par là. Non, elle était plus bas, mais c'est pas grave, pour moi ça compte. Continuons. Ça, je peux déjà mettre un point, on est dans ce coin-là. Ça, on n'est pas dans cette région-là. Je me coupe une couille. Plus j'avance, plus je crains pour ma couille. La Clos des Pins. Ouh. Pharmacie des Garrigues. Bah non, normalement j'ai le bon là. Normalement j'ai le bon coin. Aménagement. Ville de Nîmes. Voilà. Bon, j'étais pas très loin. Ça va. Ça va. U-Express. Ah, attendez, il y a un U-Express là. Ah, attendez, on va chercher un U-Express. Ouais, le problème c'est que ça va être hyper petit à trouver. Un peu comme l'habitat à Wargame quoi. Mais pardon. Bref. Ça nécessite d'être clippé quand même. On me donne pas un panneau de rue, un nom de rue peut-être pour pouvoir mieux m'indiquer peut-être. Parce que certes il y a un U là, mais ah il y a un rond-point, j'ai même pas vu. Il y a un U Express, un rond-point. Attends, il y a un truc là. Nîmes la Cigale. Est-ce qu'il y a un quartier qui s'appelle la Cigale? Apparemment non. Eh ben non. Je pensais pouvoir m'aider là-dessus, mais non. Centre-ville à mon sud. Carrefour City. C'est pas ce que je cherche. Est-ce qu'il y a d'autres indications? Le problème c'est qu'il y avait les panneaux là avant et puis ils ont tout retiré. Sur l'autre temporalité j'avais... On sera à la bourre hein, pour la prochaine musique. Vous savez quoi? On va juste trouver les villes. Ah, il était là le Express, ok d'accord. On va pas s'embêter, on va juste chercher les villes pour finir parce que sinon on est encore là demain. Ça c'est Anglette hein. On était bien au sud. Donnez-moi des villes que je connais, au moins c'est... Il y a un Aldi. Les meubles petits, on s'en fout. Limoges. Ouais, mais c'est un panneau vert, donc pour moi, c'est pas forcément la ville qui est à côté. Ça peut, hein, mais c'est pas une... 3-4. Limoges Métropole, ah si. Et la DER. Bien sûr, on est en un cul-de-sac. Panneau de rue, les pauvres, ça peut m'aider. Non, pas là. Château fort de Sedan. Ah. Où c'est Sedan déjà? Sedan, c'est où ça déjà? Pour moi, c'est par là, mais je suis pas sûr. C'est où Sedan? Oh, je sais pas. Ah, je connais pourtant. Putain. On a fait un interguess à Sedan. Château fort, ouais, on sait, château fort de Sedan. C'est pas un code postal. Ça peut peut-être plus m'aider les codes postales. Non. Merde.
Ouais, c'est par là, Sedan, mais... Oh, la ville de Loche. Lol. Pardon. Alors, je sais plus. Là, j'ai un trou de mémoire incroyable. Faut vraiment que je me remette à la géographie française en globalité, parce que là, Sedan, je sais plus du tout où c'est. Voilà. Un code postal, un truc comme ça, moi, qu'il me faudrait. Une région indiquée, je sais pas, moi. Les Ardennes. Charleville Centre. Ah, ça m'aide pas non plus. Putain, Charleville-Mézières. Les Ardennes, je sais plus. Je sais plus. Puis quand je vais voir à la fin, je vais dire, mais oui, c'est là. Reims-Sedan. Ah, attendez. Reims. Sedan. Château fort de Sedan. Bon, on est à la ville, hein, c'est bon. Allez. On était même pas à Sedan. On était à Charleville, merde. Bon, tant pis, c'est pas grave. Un peu chaotique mais ce matin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et on va aller regarder maintenant la météo de cette semaine. Est-ce qu'elle sera bonne? Est-ce qu'elle sera mauvaise? On verra bien. La météo de cette semaine, est-ce qu'il faut, effectivement, comme c'est marqué, préparez vos parapluies ou vos lunettes de soleil? Je vous rassure, vous allez peut-être préparer plus vos lunettes de soleil cette semaine. Et heureusement, super. Cet après-midi, voilà par exemple du beau soleil en grande globalité sur la France avec un petit peu de nuages, donc un peu d'éclaircies sur la partie nord du pays. On a des températures quand même légèrement au-dessus des normales de saison, mais ça fait plaisir. On voit encore que le golfe du Lion se régale avec des 23 à 25 degrés par exemple. Voilà, on voit qu'il se fait un petit peu plus frais encore dans le nord avec par exemple des 16 degrés à Belfort, 18 degrés à Metz ou 17 degrés à Cherbourg. Et sur la côte atlantique, à part Brest bien sûr où ça caille toujours avec les 17 degrés, sur la côte atlantique on reste toujours aux alentours de la vingtaine de degrés et ça fait plaisir évidemment. Et est-ce que ça va continuer pour demain? Eh ben je vous rassure, oui bien sûr, sauf que du coup les nuages vont aller se décaler un petit peu vers l'est du pays, vers le sud-est du pays, Golfe du Lion toujours avec des températures un petit peu au-dessus de la saison et on garde à peu près les mêmes températures en fait qu'aujourd'hui que pour demain avec des températures qui faiblissent un tout petit peu sur le Grand Est par exemple le 14 degrés à Belfort ou 15 degrés à Reims en espérant que c'est mes Reims sur le côté, je me rappelle plus. Vous voyez comme quoi il faut que je révise ma géographie. Voilà. Ah, mais sinon, il fait quand même beau. Et est-ce que ça va continuer cette semaine? Bah, bien sûr que oui, bien sûr. Au bout d'un moment, il faudra peut-être attendre à des intempéries qui arriveront, par exemple, ce week-end. Mais sinon, on voit bien que le soleil reste présent en mercredi, jeudi, vendredi, malgré des températures matinales qui se faiblissent. Hein. Attention, hein, si vous travaillez, vous partez trop au travail le matin, faites attention, couvrez-vous bien parce que là, du coup, les températures matinales
descendent assez bas, limite en dessous des fois des 10 degrés pour la partie sud et forcément en dessous des 10 degrés pour la partie nord. Mais attention, couvrez-vous bien parce que ça y est, là on commence un peu à trouver du coup les températures de saison d'automne qui commencent à arriver malgré la bonne météo qui soit là. Et évidemment, autant de jours avec du beau temps, bah, la pluie elle est commencée à arriver. Et je vous rassure, c'est que des pluies éparses qui sont prévues ce week-end. Et puis de toute façon, le week-end est encore lointain, donc ça peut changer d'ici là. Mais normalement, la pluie devrait commencer à arriver à partir du nord-ouest samedi, afin de se décaler sur une grande partie de la France le dimanche. Et puis normalement, lundi prochain, on est censé retrouver un temps correct avec des températures qui remonteront un peu légèrement normalement en début de semaine prochaine, espérons-le. Sinon, dans ce lundi 29 septembre, on souhaite une bonne fête au Michel ou au Gabriel, évidemment. Le soleil s'est levé à 7h48 ce matin et se couchera à 19h32. On perd quelques minutes de soleil, je crois, encore en plus cette semaine. Et sinon, la citation de la semaine, évidemment, la méditation de la mort est hypocrite, puisque c'est une manière morose de vivre. Ça va, vous, chez vous? Voilà. Donc voilà la météo de la semaine qui est plutôt correcte et qui fait plaisir. Voilà, ça c'est sûr. Ça fait plaisir quand même. Voilà. Et ben on va aller voir maintenant ce que vous réservent les astres cette semaine. Bien que cette émission soit un désastre. On y va tout de suite pour l'Astro Matin. Let's go. Et évidemment, comme d'habitude, petite musique. Pour cette semaine, on va commencer comme d'habitude avec les béliers. Évidemment. En amour, c'est 3 étoiles. Tu veux tout de suite. Mais rappelle-toi que même Cupidon a besoin d'un GPS pour trouver ton cœur parfois. Côté travail, c'est 4 étoiles. Tu fonces tête baissée dans tes projets et pour une fois, ça pourrait marcher. Garde juste ton masque. Ton casque et un plan B aussi. Pour la santé, c'est 2 étoiles. Ton énergie frôle celle d'un enfant sous Red Bull, mais attention, ton sommeil, lui, ne te fuit comme ton ex. Alors du coup, détends-toi. Voilà les béliers. Pour les taureaux en amour, c'est 4 étoiles. Tu es sensuel, doux et un poil collant cette semaine. Mais bizarrement, ça plaît. Ne demande pas pourquoi. Pas mal ça, j'aime bien. Côté travail, c'est 3 étoiles. Tu avances lentement mais sûrement comme un tracteur. C'est pas sexy mais c'est efficace. Bah aussi. Côté santé, 3 étoiles. Un petit coup de mou en milieu de semaine. En début de semaine aussi, je vous rassure. Mais en milieu de semaine, trop de raclette, tu la raclette, hydrate-toi. Et pas qu'en vain. Pour les Gémeaux, en amour, c'est 2 étoiles. Tu parles, tu flirtes, tu papillonnes, pardon, mais personne ne pige ce que tu veux. Toi non plus d'ailleurs. Voilà. Côté travail, c'est 4 étoiles. Tu jongles entre les tâches comme un pro du cirque, mais évite de dire j'improvise à ton boss. Ça marche pas forcément toujours correctement. Côté santé, c'est 3 étoiles pour les Gémeaux. Ta forme dépend de ton humeur et ton humeur dépend du temps. Et le temps est pourri. Voilà. Pour les cancers, en amour, c'est 4 étoiles. L'amour te colle à la peau comme une chanson d'Ed Sheeran. C'est mignon, doux, un peu collant, mais sincère. Côté travail, c'est 2 étoiles. Tu rêves d'un cocon, mais ton bureau, c'est pas un hamac. Courage, le week-end approche. C'est dans longtemps maintenant. Mais... Et quand t'es santé, c'est 3 étoiles. Émotionnellement instable? Oui. Malade? Non. On sait déjà ça. Pour les lions, en amour, c'est 3 étoiles. Tu veux briller, être aimé, admiré et applaudi après chaque baiser. Mais tu vas peut-être tomber sur un public assez timide. Au côté travail, c'est 5 étoiles, tu gères tout comme un chef, même les cafetières t'obéissent. Du coup, profite.
Et 4 étoiles pour les santé des lions, en forme, en feu, en mode regarde-moi, juste attention un peu au claquage d'ego, parce que c'est pas forcément bon. Voilà. Pour les vierges, en amour, c'est 3 étoiles. Tu analyses chaque mot, chaque regard, chaque point, virgule, et tu oublies parfois de vivre l'instant. Du coup, lâche prise juste un peu. Côté travail, organisé comme jamais, si quelqu'un perd son agenda, tu le retrouves en 10 secondes, c'est même presque flippant d'ailleurs. Et côté santé, c'est 3 étoiles, tu t'écoutes trop, c'est bien, mais quand tu penses... mais pas quand tu penses que ton hockey est un début de peste noire. Voilà. Pour les balances, en amour, c'est 4 étoiles. Le charme opère. Tu hésites entre deux croches. Eh bien, laisse-les choisir pour toi. Tu gagneras du temps. Côté travail, c'est 2 étoiles. Tu veux plaire à tout le monde et du coup, tu ne décides rien. Même ton ordi attend que tu choisisses ton fond d'écran. Côté santé, pour les balances, c'est 4 étoiles. Bonne vibe générale. Tant que tu ne passes pas 4 heures à choisir entre thé vert et camomille. Pour les scorpions, en amour, c'est 3 étoiles, intense, mystérieux, un poil flippant. Certains adorent, d'autres fuient. Ne les juge pas trop vite. Côté travail, c'est 5 étoiles, tu es dans ta phase, personne ne me dit non et les résultats suivent, bravo. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, mental d'acier, corps d'humain, n'oublie pas, dormir, c'est pas tricher. Pour les sagittaires en amour, c'est 2 étoiles. Tu cherches l'aventure, mais pas forcément l'amour. Laisse les autres le savoir avant de les embarquer à Bali. Attention, les sagittaires. Travail, c'est 3 étoiles. Tu veux changer le monde et pas répondre à tes mails, mais une chose à la fois, cowboy. Côté santé, c'est 4 étoiles. Tu carbures à l'adrénaline, mais ton foie aimerait bien des vacances, mais pas en boîte de nuit. Voilà, ça serait bien de changer. Pour les Capricornes, en amour, c'est 3 étoiles. Tu as du mal à montrer ce que tu ressens, mais quelqu'un le devine. Spoiler, c'est pas ton chat. Côté travail, c'est 5 étoiles. Tu avances, tu construis, tu bétonnes ton avenir. Personne ne t'arrête. Même pas une grève nationale prévue le 2 octobre. Côté santé, 3 étoiles, petit stress chronique, mais gérable, respire autre chose que des chiffres. Pour les Verseaux, en amour, c'est 3 étoiles, tu veux de l'amour libre, fun, échange et connecté. Spoiler, pas tout le monde est prêt pour ton plan polyamour et potager partagé. Travail, c'est 3 étoiles pour les Verseaux, créatif ou créative, mais bordélique. Si tu trouves ce dossier perdu, tu sauveras la semaine. Et pour la santé, c'est 2 étoiles. Tu oublies de boire, de dormir, de manger, mais tu as lu 14 articles sur le jeûne intermittent. C'est assez ironique d'ailleurs. Et pour les poissons, en amour, c'est 5 étoiles. Tu nages dans un océan de tendresse. Même ton poisson rouge te sourit cette semaine. C'est incroyable. Côté travail, c'est 2 étoiles. Tu rêves trop, tu travailles peu, tu procrastines comme un art. Mais tu es inspiré. Dommage que ton boss ne le voit pas pareil. Et pour la santé des poissons, c'est 3 étoiles. Un peu fragile, un peu lunatique, mais globalement fonctionnel. Évite les prises de décision après 22 heures. C'est tout. Voilà l'horoscope de la semaine. Pas mal. C'est mitigé, bon, c'est automnal, quoi, on va dire. C'est automnal, tout simplement. On va aller passer tout de suite maintenant à la recommandation que vous aimez beaucoup maintenant, TV et séries, et c'est tout de suite.
Pas mal de choses à vous recommander cette semaine, que ce soit sur les plateformes ou à la télé. Cette semaine, on va commencer tout de suite avec les séries, évidemment. Je vous recommande la série Superstore. C'est une série totalement intégrale, hein. Du coup, il y a 6 saisons à regarder, c'est sur Disney+. Superstore suit le quotidien d'un groupe d'employés travaillant au sein de Cloud9, un grand magasin fictif dans la banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri. Entre les clients imprévisibles et les contraintes de la direction, les ambitions personnelles et les liens d'amitié, la série explore avec humour et cœur les hauts et les bas de la vie au travail. Mon avis là-dessus, c'est que Superstore était une comédie de milieu de travail assez réjouissante et attachante, portée par une distribution solide et des personnages bien écrits. Elle prend le temps de mêler humour léger et réflexion sociale. Ça fait un peu penser à The Office d'ailleurs un petit peu. Ça parle un petit peu d'inégalité, du travail, de la précarité, tout ça. Voilà les réflexions sociétales dont je parlais. Sans jamais d'ailleurs sombrer dans le prêche, hein, évidemment. Les saisons gagnent en maturité et en justesse et la série se termine de façon satisfaisante. Donc c'est à regarder sur Disney+, si vous aimez les séries un petit peu style The Office et tout ça. Donc c'est sur Disney+. Autre série que je vous recommande, ça s'appelle Runaround. The Runaround. Super facile à dire. Première saison qui vient de sortir de 8 épisodes, c'est inédit, c'est sur Prime Video. Après leur remise de diplôme, 5 amis de Wilmington dans la Caroline du Sud décident de passer l'été à former un groupe de rock, du coup les The Runaround. Runaround, c'est compliqué à dire. Avec l'espoir de percer dans la musique, évidemment. Leur chemin est évidemment semé de défis, hein, sinon c'est pas drôle, hein. Rivalité, secret, amour naissante et doutes existentiels qui accompagnent leur quête d'authenticité et de succès. Mon avis là-dessus, c'est que la saison 1 de Runaround est une série attachante, hein, portée par une vraie passion pour la musique et l'énergie adolescente, mais elle pêche parfois sur des dialogues convenus et des passages stéréotypés. Voilà. Côté positif, c'est que le casting musical, hein, évidemment, les acteurs sont aussi musiciens, donc ça apporte une sincérité rare et l'ensemble se regarde avec plaisir. Pour ceux qui aiment les récits de jeunesse rock'n'roll, bien sûr. Autre série évidemment thématique de ma pièce maintenant, du décor évidemment. Je vous parlais de Mercredi saison 2 partie 2, les 4 derniers épisodes de cette saison 2 qui sont sortis sur Netflix évidemment. Après les événements explosifs de la première moitié, du coup Mercredi est plongé dans le coma, tandis que Nevermore, et c'est super, ça me spoil, génial. Tandis que Nevermore et Jericho sont secoués par de nouveaux dangers, des complots autour du proviseur, c'est des phénomènes aussi surnaturels exacerbés, la quête de vérité sur le passé de ses parents. Pour sauver Enid et déjouer sa propre prophétie, du coup Mercredi doit affronter des forces invisibles, des révélations familiales et des trahisons. La série du coup, la saison se conclut avec un affrontement macabre et pose les jalons sur une possible saison 3 et ça fait plaisir. La seconde moitié de la saison 2 mise sur l'intensité atmosphérique et les révélations, elle parvient ponctuellement à relancer le récit grâce à cet épisode fort. Il y a un duo central Mercredi et Enid encore plus affirmé. Cependant, le tout reste un peu dispersé. Certains fils narratifs paraissent ajoutés artificiellement, notamment l'intrigue de Dor et la surabondance d'éléments surnaturels, ce qui nuit à la cohésion globale, ce qui en sort à peu près. Globalement, du coup, c'est une conclusion divertissante, sombre, mais assez inégale, un épisode final spectaculaire, mais un chemin parfois chaotique. Voilà. Apparemment, hein, je vous lis un avis court là-dessus. Voilà. Et sinon, j'aime bien vous recommander à chaque fois une mini-série pour ceux qui aiment bien regarder des choses assez rapidement, évidemment. Et là, je vous propose Black Rabbit. C'est 8 épisodes à regarder sur Netflix. C'est Jake Fredken, voilà, qui est cofondateur d'un restaurant lounge très en vue à New York, qui est appelé le Black Rabbit. Lorsqu'il laisse revenir dans sa vie son frère désordonné et endetté, il réouvre la porte à des vieux traumatismes, à des dettes dangereuses et à des conflits qui menacent de tout faire s'effondrer. Du coup, la vie court là-dessus, c'est que Black Rabbit propose une ambiance soignée, un casting solide et une intrigue sombre autour des liens fraternels et des retours de passé. Toutefois, malgré ses atouts visuels et ses promesses dramatiques, la série peine parfois à rendre des personnages suffisamment attachants. Certaines décisions
scénaristique tombe déjà dans le déjà vu et les émotions peinent à percer derrière le style. En somme, c'est un trailer séduisant, mais un peu imparfait. Voilà. Ce que je vous recommande maintenant de regarder à la télé cette semaine. Déjà, ce soir, si vous n'avez pas quoi regarder, je vous invite à regarder la nouvelle série événement de TF1 à 21h10 qui s'appelle Montmartre. On est à Paris en 1899. C'est Céleste qui est danseuse de Cancan qui cherche désespérément ses frères et sœurs séparés après l'assassinat de leur père. Mais pour financer ses recherches, elle accepte de devenir la première effeuilleuse de la capitale dans un cabaret de Montmartre. Parallèlement à Arsène, un héritier d'une usine automobile, refuse un avenir tracé pour assumer son homosexualité. Et Rose, la lavandière des faubourgs, voit ses rêves brisés lorsqu'elle est entraînée dans une maison close le soir de ses noces. Du coup, c'est trois destins issus de mondes différents qui vont s'entrecroiser dans une fresque romantique, sociale et teintée de mystère. Et c'est adapté en 8 épisodes de 52 minutes, donc c'est à regarder sur TF1 et ça commence ce soir 21h10, évidemment, sur TF1. Avis court, sinon sur Montmartre, évidemment, Montmartre s'impose comme une ambitieuse fresque télévisuelle, décors somptueux, costumes soignés, mise en scène énergique, avec un casting solide qui permet de plonger dans une belle époque vivante. La série parvient à mêler entre drame familial, enjeux sociaux et romantisme avec une belle fluidité, même si elle aborde beaucoup de thèmes en peu d'épisodes, ce qui donne parfois un sentiment de densité, voire même un peu de trop-plein. C'est une série ambitieuse et séduisante qui pourrait bien marquer la rentrée télévisuelle à condition de ne pas se noyer dans ses propres thèmes, évidemment. Deuxième événement TV que je vous propose de regarder cette semaine, c'est un film comédie dramatique qui s'appelle La vie est belle. Voilà, c'est un film qui date de 97, très belle année d'ailleurs. Réalisé et interprété par Roberto Benigni, évidemment, connu comme acteur évidemment. Ça raconte l'histoire de Guido, un homme plein d'optimisme et de fantaisie, qui suit Dora, une institutrice issue d'une famille bourgeoise. Ils se marient et ont un fils qui s'appelle Josué. Compliqué comme nom. Mais leur bonheur est brisé quand la famille est déportée dans un camp de concentration nazi. Pour protéger son enfant de l'horreur, Guido transforme cette stratégie en un jeu et il convainc Josué que le camp est un immense concours où le premier prix est un vrai char d'assaut. Voilà. Évidemment, ce film est considéré comme une œuvre marquante du cinéma mondial, salué par sa capacité à mêler humour, amour et tragédie sans jamais trahir la gravité de l'histoire, évidemment. Il a été élu Oscar du meilleur film étranger en 1999. La vie est belle, du coup, ce film divise parfois par son audace, mais reste reconnu comme un hommage bouleversant à la résilience et à l'humour paternel. Et ça, c'est à regarder demain soir à 21h10 sur Sister, évidemment. Autre film que je vous propose de regarder, c'est Le Choc des Titans. C'est un film d'aventure dans la Grèce antique. Persée, fils de Zeus, évidemment élevé comme un mortel, se retrouve entraîné malgré lui dans une guerre opposant les dieux et les hommes. Et du coup, pour sauver la cité d'Argos et empêcher Hadès de libérer le monstrueux Kraken, il entreprend une quête périlleuse jalonnée de créatures mythologiques comme les sorcières, Méduse ou encore Pégase, évidemment. Ce film sorti en 2010, réalisé par Louis Leterrier, Le Choc des Titans, du coup, a impressionné par son casting, évidemment, et ses effets spéciaux spectaculaires en 3D aussi. Mais il a souvent été critiqué pour un scénario assez classique, des personnages peu développés et une 3D jugée trop artificielle. En même temps, on est en 2010. Mais c'est un divertissement quand même correct et qui reste plus visuel que marquant. Voilà, tout simplement. Et c'est à retrouver du coup mercredi soir à 21h10 sur RMC Story. Et dernier film que je vous recommande cette semaine, c'est Free Guy. C'est un film comédie action et c'est vendredi soir à 21h10 sur M6. Free Guy, du coup, c'était réalisé par Sean Levy qui raconte l'histoire de Guy, c'est un employé de banque ordinaire qui découvre qu'il est en réalité un personnage non joueur, un PNJ dans un jeu vidéo en ligne massivement multijoueur.
Du coup, en prenant conscience de son monde virtuel, il décide de devenir un héros et de sauver son univers menacé par la cupidité de l'éditeur du jeu. Le film, pardon, séduit par son humour, son énergie et son mélange aussi qui est réussi entre action et référence à la culture vidéoludique. Et en plus, c'est interprété par le grand Ryan Reynolds, hein, évidemment, qui apporte son charisme habituel. Et du coup, le film, sans révolutionner le genre, évidemment, reste quand même une comédie d'action rafraîchissante et inventive. Et ça, c'est vendredi soir à 21h10 sur M6. Voilà ce que je vous propose à regarder cette semaine, évidemment, et en espérant que certaines choses vous intéressent, évidemment. On passe tout de suite à l'audimat, parce qu'on est à la bourre, comme d'habitude, comme chaque semaine, on s'embête pas. En audimat, voyons voir ce qui a marché le mieux cette semaine et on retrouve encore des programmes qu'on a vus la semaine dernière. Évidemment, parce que c'est quand on a une recette qui marche, autant garder les mômes. C'est sûr. Voyons voir du coup ce qui a le mieux marché la semaine dernière. On va commencer en 4e position avec le retour d'Alice Nevers sur TF1 qui a réuni 3 336 000 téléspectateurs avec 16 et demi de part de marché. Ce qui est pas mal suivi derrière par L'amour est dans le prix avec 3 24 000 téléspectateurs et 15% de part de marché. Le vieux fusil par exemple que je vous avais recommandé la semaine dernière sur Arte avec 900 000 téléspectateurs quand même avec pas loin de 5% de part de marché aussi également. Et puis le reste, c'était voilà, il y a rien de terrible évidemment. D'ailleurs, Chéri 25 qui vit ses dernières heures, hein, puisque du coup, normalement mercredi, du coup, Chéri 25 disparaît pour faire place du coup à RMC Live, évidemment, et on en parlera certainement davantage la semaine prochaine, et afin de voir du coup si il y a des audiences déjà de sortie et savoir si ça marche ou pas. Parce qu'on sait très bien que Chéri 25 n'a jamais été forte d'audience, évidemment. 3e position, c'était vendredi soir avec Simon Coleman, avec 3 353 000 téléspectateurs sur France 2, avec 19% de part de marché. Suivi derrière avec Mask Singer, avec 2 546 000 téléspectateurs, avec pas loin de 15% de part de marché. Il y a aussi le retour de la boîte à secret, aussi animé par Faustine Bollard sur France 3, avec 1 483 000 téléspectateurs, pas loin de 10% de part de marché. On a eu aussi, du coup, je pars en cuisine samedi soir sur M6, avec 1 342 000 téléspectateurs aussi également. Vendredi, il y a eu aussi évidemment encore du Big Deal avec 380 000 téléspectateurs. Ça se maintient niveau audience. Tant mieux pour lui quand même. Donc c'était voilà ce qu'il y avait en grande globalité vendredi soir. 2e position, c'était mardi soir avec encore La Stagiaire, hein, la semaine dernière. Et là, du coup, ça réunit 3 886 000 téléspectateurs avec pas loin de 23% de part de marché, ce qui est quand même pas mal pour France 3, évidemment. Et leur série, on va dire, un petit peu policière ou cocasse, hein, à peu près ce style-là. Suivi derrière par TF1 avec SWAT, avec un peu plus de 2 millions de téléspectateurs et 12% de part de marché. Il y a eu le film Bohemian Rhapsody, évidemment, sur W9 avec 618 000 téléspectateurs. Il y avait la série documentaire que je vous avais recommandé la semaine dernière sur Arte, sur Monaco, la grande histoire d'un micro-État qui a réuni pas loin de 892 000 téléspectateurs quand même, 5%. Comme quoi je vous recommande pas de la merde, hein, apparemment, parce que c'est regardé quand même. Et sinon, bah, il y avait encore que de la merde ce soir-là, évidemment, hein, bien sûr, comme d'habitude, hein, bien sûr. Et sinon, en tête, évidemment, bah, ça fallait s'y attendre, évidemment. C'était la fin de la série HPI, dernier épisode. C'était évidemment jeudi dernier avec 5 647 000 téléspectateurs, avec pas loin de 32% de part de marché. Il faut savoir que HPI est l'une des meilleures séries depuis les années 90 qui a le mieux marché sur la télévision française, avec un épisode, je crois, au long de la série qui a atteint un jour les 12 millions de téléspectateurs. Donc c'est une série qui a marqué l'histoire de la télévision française
En tout cas, le début de ce siècle à la télévision. Suivi derrière par France 3, Meurtre au Mont-Saint-Michel, évidemment, avec 2 192 000 téléspectateurs. Voilà, on a eu du envoyé spécial sur France 2 ce soir-là aussi, avec un peu plus d'1 million de téléspectateurs. Pareil pour Arnaque sur M6, évidemment, que je vous recommande chaque semaine aussi de regarder, évidemment, si vous avez l'opportunité, avec un peu plus d'1 million de téléspectateurs sur M6 aussi également. Il y a eu la Reine de la Route, et évidemment les Reines de la Route sur Sister avec 177 000 téléspectateurs, c'est pas terrible. Voilà, on a ce qu'il y a derrière, par exemple le naufrage du Titanic derrière, et sur MC Story qui a encore eu un nouveau documentaire avec 186 000 téléspectateurs. Voilà ce qu'il y a eu la semaine dernière. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, on a tourné sur 3 soirées pas loin de... entre 3 millions et 4 millions. Et puis on a une grosse soirée avec pas loin de 5 millions, plus de 5 millions et demi de téléspectateurs pour HPI. Et c'est une belle clôture, j'allais dire de saison, mais une belle clôture de série, évidemment, parce que HPI, du coup, est terminé définitivement. Voilà, c'est quand même de belles audiences. On verra si ça change un peu plus la semaine prochaine, et en espérant que ce que je vous ai recommandé soit bien placé. Mais depuis que je vous recommande des trucs à la télé, ils sont généralement bien placés à peu près. Donc c'est cool. On va voir ce qu'il y a cette semaine au cinéma. Toujours pas fameux, mais ça on commence à avoir l'habitude. Hein. Cette semaine au cinéma sort certains films. J'ai eu du mal à trouver parce que bon, il n'y a pas de choses très très bon. Voilà, bref. Vous verrez, on commence tout de suite avec un biopic qui s'appelle Moi qui t'aimais de Diane Curis avec Roche Dizem, Marina Foïs et Thierry de Préti. Elle l'aimait plus que tout, il l'aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps, hanté par la lésion de son mari avec Marilyn Monroe et meurtri par toutes celles qui ont suivi. Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu'il savait, c'est qu'il ne se quitterait jamais. Voilà, donc un beau biopic sur Yves Montand et Simone Signoret à voir cette semaine au cinéma. Autre film, ça s'appelle Marche ou crève, c'est une adaptation du roman de Stephen King, Marche ou crève, hein, du même nom. Donc c'était un film épouvante horreur, science-fiction, trailer de Francis Lawrence avec Cooper Hoffman, David Johnson et Gareth Waring. Alors, toujours compliqué à prononcer les noms. C'est un film évidemment interdit aux moins de 16 ans, hein, bien sûr. Du coup, c'est le jeune Garati qui va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de téléspectateurs, effectivement. Mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu de 100 fois ni loi. Ça peut être sympa à aller voir ça, évidemment. Autre film que je vous propose, ça s'appelle Un simple accident, ça s'appelle un film dramatique de Jafar. Oh putain, avec les noms là, ça va être compliqué. De Jafar Panahi, avec Vaid Mobasseri, Mariam Afshari et Ibrahim Azizi. Super le nom. Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qui croit être son ancien tortionnaire, mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été ce bourreau, le doute s'installe. Voilà. Et quatrième film que je vous propose, enfin film, c'est un documentaire dramatique, on va dire, diffusé au cinéma. C'est fait par Sabrina Gunnel et Steven J. Gunnel. Voilà, il y avait certainement un lien familial. C'est avec Grégory Dutoit, Julie Budria et Sabrina Gunnel. Voilà. C'est un docu-fiction saisissant qui nous plonge dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus, qui nous révèle son amour passionnel et inconditionnel. Voilà pour les affiches de cette semaine. Voilà. J'avoue que je suis plus intéressé par les deux premiers que par les deux derniers. Voilà. Si j'avais à choisir, évidemment. On va aller parler un petit peu, Formule 1, de ce qui se passe un petit peu dans le paddock. C'est tout de suite avec le briefing du paddock. Let's go.
Le briefing du paddock, qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le paddock? On va voir. On va parler déjà tout d'abord évidemment de Jack Doohan, évidemment depuis qu'il a remplacé Jack Doohan au sein... Pardon, on va pas parler de Jack Doohan, on va parler de Colin Pinto, évidemment, depuis qu'il a remplacé Jack Doohan au sein d'Alpine pour la saison 2025. L'Argentin Franco Colapinto voit son avenir dans l'équipe de plus en plus incertain, malgré l'appui de Flavio Briatore, désormais aux commandes de la team. Colapinto n'a pas encore réussi à marquer des points et peine à convaincre pleinement. Briatore a fixé 3 consignes simples mais exigeantes. Déjà de 1, ne pas sortir catastrophiquement, évidemment. Rouler vite et obtenir des points. Évidemment, le fonctionnement du poste de pilote chez Alpine est devenu conditionnel. La prolongation de Colin Pinto en 2026 dépendra de ses performances. Du coup, dans ce contexte, Paul Aron, évidemment, apparaît comme un rival sérieux pour le second baquet de l'équipe. Colapinto lui-même reconnaît que l'approche Tough Love, c'est-à-dire amour dur, on va dire, de Briatore l'aide à se renforcer mentalement. Il accepte la pression et sait que chaque course est une audition. Son coéquipier Pierre Gasly, de son côté, dispose déjà d'un contrat prolongé jusqu'en 2028, ce qui contraste fortement avec la précarité de la position de Colapinto, évidemment. Deuxième info, on va parler un petit peu de Mekies et de Horner, et c'est Gunther Steiner qui s'est exprimé là-dessus, ancien directeur de l'écurie Haas, qui estime qu'avec l'arrivée de Laurent Mekies à la tête de Red Bull, un climat plus serein règne aujourd'hui dans l'équipe comparé à l'époque de Christian Horner. Selon lui, l'ambiance autour de l'écurie serait moins tendue, serait plus calme et moins matinée de conflits internes, ce qui favorise évidemment un travail collectif et plus harmonieux. Pour Steiner, cette évolution ne se traduit pas automatiquement par les victoires récentes, mais elle montre que l'équipe semble mieux fonctionner. Il attribue à Mekies la capacité d'apaiser les tensions. Il ne s'engagerait pas dans les jeux politiques internes et laisserait les différents secteurs coexister de façon plus constructive. Avant, d'après Steiner, des frictions permanentes opposaient des entités au sein de l'équipe sans qu'on l'on comprenne vraiment entre qui. La nuance toutefois, c'est qu'il ne met pas les succès de Bakou et Monza uniquement sur le compte de Laurent Mekies, mais voit dans le changement de leadership un facteur facilitateur d'un climat plus propice à la performance collective. Et enfin, du coup, Steiner évoque la possible ambition de Horner de revenir en Formule 1, mais il ne le verrait pas revenir immédiatement. Il préférait rejoindre apparemment une structure qu'il possède plutôt que d'intervenir dans une équipe déjà existante. Bon, c'est peu probable quand même. Autre image, bien sûr, c'est Romain Grosjean qui a renoué avec l'univers de la Formule 1 en revenant au volant d'une monoplace après 5 ans après un accident spectaculaire qu'il a subi au Grand Prix de Bahreïn en 2020. Cet accident a été évidemment extrêmement sérieux. Sa voiture avait été disloquée et engloutie par les flammes, le plaçant évidemment dans une situation critique pendant une trentaine de secondes. Il avait finalement survécu avec des brûlures aux mains et un retour parmi les heureux survivants dans un contexte très dangereux. Bon, à l'époque, il avait dû quitter du coup la discipline à la fin de la saison 2020 sans véritable adieu sur la piste, parce que Haas optant pour un renouvellement complet de ses pilotes, ce retour était donc aussi symbolique qu'émotionnel pour lui, ses proches et ses supporters. Bon, la volonté de reprendre le volant le temps d'une session, évidemment, c'est pas un retour évidemment, ça lui a été offert par son ancienne écurie à Haas, lors d'une séance d'essai de voiture historique sur le circuit de Mugello. Évidemment, il a piloté une VF23, la voiture utilisée par Haas durant la saison 2023, avec le numéro 8 qu'il avait porté pendant plusieurs années. Le circuit était partiellement humide, rendant le challenge encore plus exigeant. Mais bien sûr, cette séance représente bien plus qu'un test, c'est une sorte de boucle bouclée, une manière pour Grosjean de refermer un chapitre douloureux de sa carrière en retrouvant la sensation du cockpit et en renouant avec l'essence même de la Formule 1.
Et dernière info, on va aller parler un petit peu de ce qui se passe chez Red Bull aussi. On en a parlé tout à l'heure, mais chez Red Bull, la saison 2025 pourrait bien marquer un tournant pour Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Malgré leur solide performance lors du dernier Grand Prix d'Azerbaïdjan, ils ont terminé 5e et 6e. Hein. Les deux pilotes pourraient être évincés à la fin de la saison. L'ancien pilote Ralf Schumacher affirme que l'écurie envisage sérieusement de faire monter deux jeunes rookies de Formule 2, Lindbald et Alex Dune, hein, bien sûr, au sein de l'équipe Racing Bulls. À Bakou, Lawson a signé sa meilleure performance en carrière en terminant 5e après être parti 3e. Tsunoda, lui, avait terminé juste derrière malgré un avantage de pneus et de DRS, mais selon Schumacher, ces résultats sont aussi prometteurs soient-ils, hein, pourraient ne pas suffire face au plan stratégique de Red Bull pour 2026. Le projet serait évidemment de promouvoir Isaac Hadjar aux côtés de Max Verstappen dans l'écurie principale et de laisser sa place chez Racing Bulls à Lindbald. Ce scénario ne laisserait qu'un seul baquet disponible, hein, pour lequel Tsunoda, Lawson et désormais Alex Dune seraient en concurrence. Dune, le jeune pilote irlandais sous contrat avec McLaren, intéresse vivement Red Bull, qui pourrait profiter d'une ouverture de la part de l'écurie britannique. Reste que du coup les performances restent l'argument numéro 1, c'est parce que si les deux pilotes ne confirment pas dans les prochaines courses, ils pourraient se retrouver sans volant pour 2026, et la pression du coup commence à monter pour Tsunoda et Lawson à l'heure où Red Bull prépare un nouveau cycle technique et stratégique, et du coup l'avenir se jouera sans doute sur les 6 dernières courses de la saison. Et voilà les actualités un petit peu du paddock du moment. Voilà, c'était le dernier Bonjour c'est Prisme de septembre. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Bonjour c'est Prisme, en espérant moins de problèmes techniques, évidemment. Et en espérant démarrer aussi à l'heure. Voilà. Du coup, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé, du coup, parce que vu l'heure, c'est normal, évidemment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve évidemment ce soir à 20h pour un nouveau live pour la continuité de House of Ashes et la révélation du nouveau décor, évidemment. Dans l'aspect violet, évidemment. Très content de vous retrouver après cette petite semaine d'absence, malgré une semaine qui était bien chargée, évidemment, et très pesante, tout ça. Je vais aller me reposer, évidemment, comme chaque bonjour, c'est Prisme après. Merci à vous de m'avoir suivi. Bonne journée. À ce soir pour ceux qui seront là. À demain, sinon, pour ceux qui seront là. Ou sinon, si vous suivez que bonjour, c'est Prisme, et ben à la semaine prochaine, à 10h cette fois-ci. Et puis voilà. Bon lundi à tous, merci à vous, des bisous, ciao.